Vous cherchez à découvrir le yoga sans pression ni jugement? Bienvenue à notre cours de yoga complet et gratuit, créé et animé par Lily Mika en exclusivité pour ABC Talk. Ici, pas besoin d'être souple, ni de performer. Découvrez le yoga décomplexé, une approche qui casse les codes, adaptée à tous les corps, tous les âges, tous les niveaux. L'accent est mis sur l'écoute de soi et sur l'adaptation des postures à votre morphologie, et non l'inverse. Rejoignez-nous pour un moment de bien-être, où l'essentiel, c'est d'être à l'écoute de soi. Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien situé en haut à droite de l'écran ou dans la description de la vidéo et vivez l'expérience du yoga en toute simplicité. Quand le 11 septembre est arrivé, 3 jours avant, j'ai des gitans qui sont rentrés dans ma pizzeria, qui ont vu les photos quand j'étais partie à New York. Ils me disaient « Chef, t'as été aux États-Unis, c'est toi qui as fait les photos ?» Je dis « Oui. » Avant que ça arrive. Et là, je remets mes yeux sur les tours. Et là, j'ai un truc dans le ventre. J'ai dit, il va se passer quelque chose. Le 11 septembre, c'est passé. 4 jours après, j'ai reçu un coup de téléphone. Chers amis, bienvenue. Merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre au cœur de la médiumnité, du magnétisme et surtout des histoires de vie, des tranches de vie, parce que c'est ce qui nous fait vibrer à chaque fois. On se demande et on se pose toujours la question de savoir comment ceux et celles qu'on accueille sur les canapés sont ce qu'ils sont aujourd'hui. Quel a été le process, quel a été le déclencheur, qu'est-ce qui a fait qu'un jour ils se sont dit, voilà, je vais officiellement oser me lancer et dire comme ça aux yeux du monde à quel point cette médiumnité est une partie de moi. Elle s'appelle Chris Massé, elle est installée sur les canapés. Bonjour Chris. Bonjour Marc. Vous allez bien? Très bien, merci et vous. Alors vous êtes de la ville de la ville Toulouse. Rose? Oui. C'est vrai? La violette, plus exactement. La violette. Mais la violette, oui, comme les belles couleurs qu'il y a ici quand même. Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours une petite... il y a une boutique avec une péniche. Je connais très bien Hélène. Voilà, et qui vend d'ailleurs... Et c'est juste incroyable. Elle tient cette péniche, et elle est distributrice aussi dans toutes les aires de repos, c'est ce qu'elle me disait. Ouais. Elle fait des soirées, le FCE, Femmes de comité d'entreprise d'ailleurs aussi, exact. Que je connais très bien, j'ai rencontré, on a bien accroché. Elle est vraiment spectaculaire. Merci d'être avec nous en tout cas aujourd'hui. Merci de me recevoir sur le plateau. Le déplacement, bienvenue dans ce petit cadre où on a le droit de tout se dire. Et ça c'est intéressant. Et on va voir évidemment cette fameuse médiumnité. Je me suis posé la question de savoir qui j'accueillais aujourd'hui, Choukani ou Chris? On va dire les deux. Qui est Choukani? Alors, Choukani, il faut savoir que je suis issue des gens du voyage. J'ai voulu un petit peu les renier. En étant petite, je me disais que je n'étais pas forcément bien dans cette famille. Pourquoi je me sentais différente, je n'arrivais pas à comprendre. Mais on m'appelait Choukani. Et je n'ai jamais posé la question. C'est votre grand-père qui vous a donné ce diminutif. Le grand-père. Et puis un jour, il était dans le jardin, puis je lui ai dit, papy, je vais te poser une question. Pourquoi vous m'appelez Choukani? Il me dit, on t'appelle comme ça depuis l'âge de 2 ans. Ah bon? Pourquoi? Il me dit, parce qu'à l'âge de 2 ans, tu regardais en l'air et tu regardais à droite, tu regardais à gauche et tu disais, là, il y a monsieur, là, il y a une dame, on me dit ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Si, tu te rappelles pas? Non. Et ce qu'il faut savoir, il me dit, chez les gens du voyage, bien j'ai jamais vécu en caravane, mais mes grands-parents, je les ai jamais vus en caravane. Je connais que leur histoire après avec les routes, etc. Et il m'a dit, chez notre tribu, en fait, chez les gens du voyage, c'est très, très, très rare quand il y a une Choukani. Et quand il y a une Choukani, c'est une bonne sorcière. C'est celle, en fait, qui vient amener la guérison. C'est en fait comme un patriarche, mais la matriarche. C'est celle qu'on va respecter dans cette communauté. Et je disais, mais je vais me faire respecter? Il me dit, oui, ma fille, parce que si on t'a dit dès le départ que tu étais une Choukani, c'est que tu vas avoir une grande mission. Et j'en avais très peur. Donc ça n'est pas qu'un diminutif gentillet, c'est vraiment quelque chose que vous devez incarner. C'est exactement ça. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, parce que c'est une mission. C'est une sacrée mission. C'est une responsabilité. Hein. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres Choukani possibles? Bien sûr. Ah, ok. Alors moi, chez les gens du voyage, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en ai jamais rencontré. Par contre, une que j'ai rencontrée, je dis que non, mais c'est Negrita.
Alors, qui est Negrita? Negrita, c'est une manouche voyageuse qui est au Sainte-Marie de la Mer. C'est une femme qui a perdu sa jambe et qui a élevé tous ses enfants et ses petits-enfants. Et elle a relevé en fait le défi, le challenge. C'est une choukani, certainement pareil que moi ou différente de moi. Mais une femme, chez les gens du voyage, ne touche pas une guitare. C'est que les hommes qui chantent et qui ont la guitare. La femme, elle ne fait qu'observer avec du recul, parce qu'elle doit être un peu cachée. Eh bien, elle a osé prendre la guitare, prendre cette posture d'homme, en fait. Et donc, tout le monde l'a respectée. Et au Sainte-Marie de la Mer, et puis d'ailleurs, elle écrit des chansons pour des jeunes que je vois au Sainte-Marie de la Mer, etc. Oui, oui, elle connaît très très bien Kenji Girac, etc., son petit-neveu. Eh bien, elle a osé. Donc, cette femme, on la respecte. Donc, ça veut dire que les choukani, oui, on les respecte. Oui. Alors, je ne dis pas, il faut que tu me respectes. Non, mais est-ce que ça veut dire que vous qui aviez tant de mal à vous sentir complètement accepté dans cette famille des gens du voyage, le fait d'avoir ce titre-là, cette responsabilité-là de choukani, est-ce que du coup, ça vous a incité, voire imposé une certaine mission, quelque part? La mission est très importante. Encore une fois, c'est une grande responsabilité. C'est pas on nous donne un titre et on se tient droit et on bombe le torse. Non, du tout. Ça m'a fait flipper aussi. Il y a eu des moments sombres aussi. Alors, une choukani, quelle est son obligation? Quelles sont ses obligations alors? D'aimer, de sourire, d'avoir la joie de vivre et de transmettre son amour. Après, on n'a pas besoin d'être une choukani pour transmettre tout ça. Les choses sont bien claires. Mais une choukani, au-delà de se faire respecter, c'est comme si elle visualisait le monde au-dessus. Elle n'est pas supérieure aux autres. Elle observe le monde différemment, avec beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de sagesse, quelque chose de beaucoup plus subtil. Si on regarde les femmes des gens du voyage, elles sont retirées, elles ne sont pas à côté des hommes. Elles sont observatrices de ce qui se passe. Mais vous savez, j'ai souvent le sentiment que ces femmes ont bien plus de pouvoir que ces hommes. Alors, je voulais pas. Bon, on s'est dit qu'on était sur le plateau, en fait, pour être confidence pour confidence. Bien sûr. Mais c'est pas, elle tape le poing sur la table, il faut m'écouter. Ce n'est absolument pas ça. Ces femmes portent tout. L'homme va travailler pour amener l'argent, le manger. Mais au-delà de ça, elles se font respecter en disant « je suis l'homme ». Mais dans la structure de femmes, elles ont une forme de posture où elles doivent gérer le mari, les enfants, les petits-enfants, la tribu, se dire là on va mettre la caravane ici, là il pleut, on ne peut pas passer, là on fait comme ça. Moi, je n'ai pas vécu très 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 longtemps en caravane et j'ai voulu repousser un petit peu ma famille pour me dire je vais être tout sauf comme eux. C'est difficile. Pourquoi est-ce que vous aviez presque ce rejet? Parce que pour moi, je ne voulais pas être une gitane. J'ai mis des années à l'accepter. Alors qu'on sait la fierté avec le temps. Que les gens du voyage ont d'être dans cette communauté-là. Exact. Et c'est très solidaire, c'est très soudé. Je ne pouvais pas. Ouais. Je ne pouvais pas parce que j'étais coupée de ma famille à un certain âge. Et chez les gens du voyage, on n'enlève pas les enfants comme ça. J'ai dû être retirée de ma famille un certain temps. Et m'occuper de mon frère et de ma sœur. Donc j'ai vécu vraiment cette séparation en disant ces gens du voyage n'auraient pas dû me laisser partir chez des étrangers. Donc quelque part après je leur en ai voulu. Mais aussi il me fallait être coupée d'eux pour me dire je ne veux pas être comme eux, je veux voir ce que c'est que d'être entre guillemets comme tout le monde. Bien sûr j'avais 12 ans. Donc c'est un déracinement. Ça a été un très 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 grand déracinement. Mais à côté de ça, en grandissant, c'était très dur. J'en ai fait quand même une forme de déprime parce que j'entendais des choses. Je me disais que je devenais folle. J'ai été voir des psychologues. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, on vous a emmené voir des psychologues. On m'a amené voir des psychologues. Quand j'étais en classe, je regardais la maîtresse et puis elle croyait que j'écoutais. Mais j'avais mes pensées déjà ailleurs. Je voyais ce qui allait se passer. Je voyais le gamin qui allait se faire mal. Enfin, je voyais tout. Mais est-ce que ça veut dire qu'une choukani, ça veut dire qu'elle est médium et qu'elle a des perceptions particulières? Oui. Ah oui. C'est pour ça que mon grand-père m'a toujours dit tu es une choukani, mais ça saute de génération. Oh, j'ai eu à peu près combien? Il m'a dit 4 générations.
Donc moi, je ne suis pas là pour le vérifier. Enfin, je ne sais pas. Hein. J'ai demandé à 4 générations. 4 générations. C'est compliqué d'avoir les preuves. Il m'est arrivé des choses dans ma vie. Quand je travaille sur mon arbre généalogique, j'ai posé des questions. Je porte quand même l'histoire de mes 2 grands-mères maternelles et paternelles, leurs vrais prénoms. Et à l'âge de 33 ans, j'ai fait ce burn-out qu'on dit aujourd'hui, mais à l'époque, on disait une dépression. Mais quand on disait que quelqu'un était dépressif à l'époque, on disait qu'il était fou. Et j'ai vécu la même histoire, au même âge, parce que je porte leur même prénom. Du coup, j'ai été creusée. Et c'est en faisant cette forme de déprime que j'ai été faire un travail sur moi pour savoir ce qui se passait derrière. Et là, j'ai compris les choses. Qu'est-ce qui se passait derrière? C'est que je n'acceptais pas celle que j'étais, de porter le prénom de mes 2 grands-mères qui n'avaient pas le permis, qui ont quitté l'Algérie pendant la guerre d'Algérie. Une autre, en fait, qui avait perdu des jumeaux. Donc, cette perte d'enfant, etc., je le ressentais au plus profond. J'ai avancé, j'ai grandi et j'ai pu voir en fait après qu'il était nécessaire d'essayer de renouer avec ma famille et surtout en voyant justement mes psychologues, d'apprendre à les connaître. Et que ce n'est pas parce que je m'étais retirée de ces gens-là que c'était des mauvaises personnes. Il fallait juste que j'accepte. Parce que vous pensiez que c'était des mauvaises personnes? Je me disais, du fait de cet abandon. C'était un peu ça. Ils ne sont pas comme moi, donc je ne peux pas rester avec, c'est pas possible. Ils vont me happer, c'est pas possible. Et est-ce que le fait de revenir au sein de cette communauté et de cette famille, en l'occurrence, très fière. Est-ce qu'ils vous ont accepté tout de suite? Ah, mais d'ailleurs, j'ai su par la suite que je leur avais manqué. Ils m'ont dit, tu nous as laissés. Waouh. Alors que vous pensiez, vous, qu'ils vous avaient laissé. Exactement. Oui. Donc, des 2 côtés, il y avait une forme d'abandon, mais beaucoup de non-dits. Et une incompréhension. Exactement. Donc, c'est vrai que ça n'a pas été évident. Et aujourd'hui, je dis bien, je suis tellement contente et tellement fière de faire partie de cette famille. Et je les remercie, en fait, de m'accepter telle que je suis. Est-ce que vous jouez de la guitare aujourd'hui? Non, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Est-ce que vous avez le droit de jouer de la guitare? Bon, tout à fait. Ah, mais quand je fais des petites émissions avec un collègue sur Toulouse, il a tout le temps la guitare. Mais à chaque fois que je termine l'enregistrement, il sait que il prend la guitare et que je chante avec lui. Mais vous avez le droit. En fait, donc, les femmes, alors juste pour terminer sur la communauté des gens du voyage, mais ça veut dire que les femmes des gens du voyage, elles ont le droit de chanter, mais elles n'ont pas le droit de jouer. Alors, elles ont le droit de jouer, mais disons qu'en fait, elles savent que ça appartient à l'homme, donc elles ne vont pas prendre la guitare. Il y a un respect. Par contre, elles ont le droit de danser. Ah, elles ont le droit de Donc, vous chantez, vous dansez, vous jouez. Enfin, voilà, moi, je fais tout. Moi, je suis médium, je chante, je danse. Vous dites, et c'est toujours intéressant parce que c'est un sujet qu'on a régulièrement soulevé quand on reçoit des médiums sur le plateau. Oui. Vous dites que je suis né avec un don. Et ce mot don, il est parfois aussi assez controversé. Oui. Certains disent mais c'est pas un don parce que nous l'avons tous. Il suffit effectivement de le travailler et puis voilà, c'est une faculté. D'autres n'aiment pas ce mot don et puis d'autres l'affirment comme vous. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je sens quand même que alors oui, ce don, oui, on va dire cette énergie. Pour certains, on va dire le don. Pour d'autres, on va dire cette énergie, cette faculté. On a tous cette faculté, ce qu'il faut savoir. Donc c'est pour ça, dire né avec un don, par définition, on l'a tous. On l'a tous. Par contre, c'est soit le canal est fermé, ça c'est comme j'ai envie d'expliquer, juste vraiment faire une petite métaphore, c'est quand on prend une carte bleue pour aller retirer de l'argent, il faut qu'on fasse un code. Bien, pour pouvoir ouvrir ce canal, juste le code se met en place tout seul sans que même je le demande. C'était la petite métaphore pour comprendre un peu l'ouverture en fait de la perception. Donc, pardon, je vous en prie. Non, il n'y a pas de souci. Mais ouais, ça n'a pas été évident, mais aujourd'hui, je bénis. Je bénis d'être dans cette famille, je bénis d'être une Choukani et j'en suis fière. Et aujourd'hui, je suis chez ABC Talk pour pouvoir en parler, le revendiquer. Le revendiquer.
c'est vrai que alors, cette médiumnité depuis toute petite, dès l'âge de 6 ans, vous avez effectivement des choses extrêmement concrètes. Vous annoncez les accidents de voiture. C'était terrible. Oui, oui. C'était terrible. Pour un enfant, on ne peut pas imaginer qu'un enfant peut voir ce genre de situation. C'est l'accident de voiture avec votre grand-père, c'est oui. ça? J'étais avec ma maman. Et puis je suis un peu de la génération où il faut aller pas trop parler. Voilà, l'enfant n'est pas trop droit à la parole. Et puis j'ai dit à ma maman en voiture, fais attention, la voiture qui est juste devant nous, je lui ai dit, elle va se retourner pour pas dire le mot accident. Et j'ai vu son regard dans mon rétro, un peu le regard de Daisy. Et j'entendais qu'elle disait à ma tante, mais qu'est-ce qu'elle raconte cette petite? Et là, tout d'un coup, frein. J'ai mis les mains comme ça et la voiture a manqué le virage et la voiture elle a fait des tonneaux. Là, c'est pour la première fois, enfin moi je savais pas ce que c'était une angoisse. Du coup, j'ai eu ce truc dans le ventre et me dire, mais mon Dieu, comme je l'ai dit, je l'ai pensé, c'est arrivé, culpabilité. Donc c'est à cause de moi. C'est terrible. Hein. Oui, c'est ça. Pensez que c'est vous qui avez provoqué cet accident, rien qu'en l'imaginant et en le disant. Plein de choses comme ça. Plein de choses. Mais ça veut dire que votre maman, elle acceptait votre médiumnité ou pas? Ou elle pensait que c'était On n'en parlait pas. Okay. On n'en parlait pas. C'est quand on est arrivé chez mon grand-père, puisqu'il y avait 5-6 kilomètres à faire. Donc je descends de la voiture, mais avec cette peur de me faire gronder, de dire, tiens, pourquoi elle a dit ça? Oh, mon Dieu, c'est ma faute. Mon grand-père est arrivé, il a ouvert la porte. Il m'a dit, descends, on va parler. Comme j'allais à la chasse avec lui, on a été se promener avec le chien. Tu as vu ça quand? Je lui ai dit, quand on était dans la voiture. Tu l'as dit de suite à ta mère? Oui, oui. Il y a autre chose que tu vois? Et donc, il s'est passé plein de choses. Je lui ai dit oui. On voit l'importance du patriarche. Hein. Oui. Le grand-père qui a la posture du... C'est un guérisseur. Ouais, c'est ça, oui. C'est un grand guérisseur. C'est un guérisseur en plus, donc il a évidemment Il sentait les choses. Eh oui. C'était un grand guérisseur et puis il était énormément respecté de par les gens du voyage, de son nom de famille. On disait Monsieur un tel, on l'appelait jamais par son prénom. Il était mais tellement simple, tellement humble. Les gens du voyage, juste à côté de la maison de mon grand-père, il y avait un grand champ. Les gens du voyage garaient leur camion à 5 heures du matin parce qu'ils amenaient les petits qui ne dormaient pas la nuit, qui avaient des crises de colite, ils soignaient le ventre des bébés en permanence, en permanence. Il avait un monde pas croyable. Vous dites que vous avez quand même presque subi un peu cette médiumnité. Oui. Parce qu'à l'âge de 9 ans, ça vous fait peur quand même, toutes ces perceptions. Ça me fait très très peur, ça me donnait des crises d'angoisse. Pour ça, quand on dit un don, oui. Mais à quel prix? Oui, à l'âge de 9 ans, oui. Ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même tellement de gens qui rêvent Je sais. de développer cette capacité que nous avons tous. Et vous, et d'ailleurs bon nombre d'autres médiums, qui ressentent ça depuis tout petit, et pour qui, effectivement, c'était très compliqué à gérer, parce qu'il y avait soit les non-dits, soit effectivement le fait que c'était tellement omniprésent que c'était effrayant. Oui. Moi, ça a été effrayant. Et puis je savais ce qui allait se passer. J'entendais des discours à table parce qu'on était une famille nombreuse. Je les entendais parler et c'est comme si ça allait très vite. C'était en 3D, c'était bizarre. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Je me disais, mais je suis en train de devenir folle, c'est pas possible. Impossible de retenir les cours à l'école parce que la maîtresse parlait et puis aussitôt je décrochais, j'arrivais pas à rester concentrée. Que disaient les psychologues alors? Alors, il y a une psychologue, je me rappelle, j'ai 6 ans, je suis au CP. Alors, ma petite Chris, alors tu vois là tu as le jeu, tu en as un second, on peut faire du coloriage, de la peinture ou de la corde à sauter. Qu'est-ce qui te ferait plaisir ma puce? Je n'arrivais pas à répondre. Et je lui ai dit, avec beaucoup de respect, je n'ai pas envie de jouer. Et tu ne veux pas faire un dessin? Mais déjà, je savais que je perdais du temps. Je perdais du temps. Comment ça, tu perds du temps? Tu sais ce que ça veut dire, le temps? J'avais déjà toutes les informations à l'âge que j'avais. C'est comme si j'étais projetée déjà dans le corps d'une adulte. À quel moment vous comprenez que c'est de la médiumnité? Quand je suis allée voir une médium, à l'âge de 16 ans. Ma maman, elle me dit, écoute, j'ai besoin de savoir si
je vais pouvoir acheter le terrain, machin, etc. Tu vas avec moi? Je dis OK. Quand elle est rentrée, la médium, cette médium a dit à ma maman, installez-vous. Il dit, c'est pour votre fille? Non, non, c'est pour moi. Non, c'est pour elle que vous allez venir. Et moi, je flippais. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Et donc, ma maman lui a dit, bon, pour le terrain, etc. Je lui ai dit, par contre, je me fixe sur votre fille. Votre fille, je la vois chanter. Je la vois réussir dans la musique. Je la vois sur les plateaux. J'étais là. Et j'ai dit, mais comment vous pouvez dire quelque chose comme ça? Et elle m'a dit, et tu es médium? Et là, je lui dis, qu'est-ce qu'une médium? Elle me dit, tu vois tout ce que je viens de dire à ta maman? Tout ce que je viens de voir, c'est ce que tu es et que tu deviendras. Parce qu'elle l'était aussi, pour le coup, oui. Cette psychologue? Cette dame, à l'âge de 16 ans, était médium. Ok. Ah oui, c'est la médium, c'est la médium. médium. Oui, c'est la médium. Voilà. Ok. Et là, j'ai fait waouh. Donc le temps a passé. Et à mes 20 ans, à l'époque, j'allais sur Toulouse chercher mes cassettes vidéo. Et là, je discute avec un gars. On discute. Et je chantonne tout le temps. Tout le temps. Je me réveille le matin, je chantonne, je m'endors, je chantonne la journée. Je ne me rends pas compte. D'ailleurs, j'ai perdu un boulot à cause de ça. Et le gars, il passe pour ranger les cassettes et il fait « Ah, ça fait plaisir d'entendre quelqu'un chantonner. » Et je chantais la chanson La Gitane. Et pourquoi? Comme par hasard. Et il me dit « Tu sais, tu as une belle voix, etc. » On se met à discuter. De fil en aiguille, on a écrit à Didier Barbelivien, Félix Gray. Et j'ai repris la chanson La Gitane, version dance. Et je suis passée ensuite dans l'enregistrement. J'ai fait donc la maison de Club Dorothée, Hervé Villard, Michel Sardou. Tu avais fait le Club Dorothée? Oui. Incroyable. Donc, incroyable. Donc j'ai dit, bon, ben, j'ai essayé de percer à l'époque. Hein. Donc les DAT envoyaient maison de disques, etc. Ah ouais. Je rencontre Michel Sardou. Ouais. Sacré personnage. Dorothée aussi. Et puis ça se fait mis en place parce qu'il me fallait beaucoup de sous à l'époque. Et cette médium, je me suis rappelée d'elle quand elle a dit « Votre fille, elle chantera, mais ça passera à ça, il manquera l'argent. » Et j'avais pas les sous à l'époque. Donc je laissais faire. Ce DAT, un jour, je m'en vais en boîte à Toulouse. Et puis d'un seul coup, bien sûr, ma chanson, la cassette, à l'époque, c'est la cassette. La cassette, elle tourne chez les gens du voyage, sur les communautés partout sur Toulouse, à Marseille, partout. Ma chanson, dans les camions, elle faisait fureur. Et là, je m'en vais dans une boîte de nuit du côté de Toulouse. Je danse et tout ça, et puis il y avait quelques gitans, mais bien. Et d'un seul coup, je m'entends chanter. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi je m'entends chanter? Mais c'est moi ça, c'est ma chanson. Et là, quand je dis à une cousine à moi, je dis, mais c'est moi. Là, il y a un gitan qui dit, elle est là. Personne ne savait à quoi je ressemblais. Ils m'ont porté comme ça, donc le patron est arrivé, il dit, mais ça c'est interdit. Ça, normalement, on n'a pas le droit en boîte de le diffuser, puisqu'en fait, j'étais pas encore avec la maison de disques. Bien sûr, c'est pas référencé, la SACEM. Exactement. Oui, bien sûr. Donc, ils ont retiré la cassette. Donc, ils ont vu, ils m'ont fait les photos, machin, etc. Et j'ai laissé de côté cette chanson. Et puis, je recroisais, en fait, quelques années après, un copain à moi qui était en classe, en CE2, et qui jouait déjà à l'époque de la guitare. Et j'étais là, mais non, mais c'est pas lui. Il me dit, mais non, la petite Sanchez, c'est pas vrai. Je dis oui. Et puis je l'ai suivi. Et un jour, il a été une soirée. Et je lui ai dit, écoute, j'ai repris la chanson La Gitane. Il me dit, ah bon? Il me dit, tu viens la chanter. Donc il y avait 400 personnes et j'ai pris le micro et chanté La Gitane. Il s'avère que ce monsieur, c'est un gitan. Il a fait mon mariage il y a 2 ans avec les chansons à Blamy. Et j'ai chanté La Gitane. Et j'ai dit quand même, j'accepte. Du coup, cette médium, ça résonnait quand même. Ça sera ça, elle n'y arrivera pas. Mais c'est pas grave. C'est pas une question de briller, d'argent, etc. Elle était faite pour ça. Je me suis dit, j'étais à ça d'être. J'étais à ça. Pourtant, vous allez choisir, parce qu'au départ, vous ne vouliez pas faire ça. Vous vouliez être photographe. Reporter photographe aux États-Unis et en Afrique. Oui. D'où vient cette envie-là de photographe? Depuis toute petite, je voulais être photographe pour pouvoir être dans les pièces noires et développer avec les petites pinces et regarder les photos, chaque image que j'ai pu voir, de pouvoir les transcrire, les remettre. Et j'étais pas assez bonne en français, apparemment.
conjugaison pour pouvoir faire des articles. Ouais, les J'ai écoles dit, de bien un jour, j'irai aux journalisme, États-Unis. ouais. J'ai fait New York, j'ai fait Atlanta, j'ai fait plein de villes aux États-Unis. J'ai dit, j'ai pas pu réaliser mon rêve en tant que reporter photographe, mais par contre, je vais le vivre autrement. Alors, il y a évidemment il y a eu 2 médiums très importantes dans votre Très vie. Il y en a importantes, une 16 à ans. 16 ans et Oui. une à 27 ans, Exactement. qui visiblement vient confirmer encore Exactement. ce que vous êtes. Ça veut dire qu'il faudra attendre la trentaine pour que vous puissiez officialiser votre titre de médium? Exactement. Pendant toutes ces années, je l'avais là. Vous vous êtes cherché quand même, vous avez fait l'hôtellerie, Oui. restauration, etc. J'ai fait la restauration parce que j'aime, encore une fois, la mère nourricière. J'ai fait la restauration et j'ai beaucoup aimé en fait la restauration. Sur le départ, non, mais après servir les gens, les cours d'onologie, ça a été très enrichissant, avec une belle éducation derrière, avec des structures. Et il en est découlé un diplôme et puis j'étais contente, j'étais fière. Il y a eu évidemment, dans des parcours de vie, et on sait à quel point évidemment il y a des choses qui sont extrêmement marquantes, des choses douloureuses, et on peut imaginer que votre médiumnité vous permet peut-être aussi d'appréhender les drames de la vie un peu plus légèrement. Et notamment le départ de votre frère. Ah là, ça a été... Christophe. Christophe part. Et vous dites aujourd'hui que c'est votre ange gardien? Ah, mais c'est juste incroyable. Ouais. Je peux comprendre. Aujourd'hui encore, c'est difficile? Pourtant, c'est votre ange gardien, donc c'est beau. Parce que quand on était petit, en plaisantant, on avait 3 ans d'écart, il me disait, si je meurs, tu viendras pleurer sur ma tombe? Je disais, maman, Christophe, arrête d'embêter ta sœur, tu vas prendre une calotte. Et je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Il me dit, mais tu viendras pleurer sur ma tombe? Je dis, mais ne parle pas comme ça. Et puis on a grandi. Quand on a été séparés de la famille, je me suis occupée de lui et de ma sœur. Donc, quelque part, j'étais aussi, encore une fois, la maman. Très jeune, pour le coup. Et puis après, il a fait son petit chemin de son côté. Moi, j'ai monté mon restaurant. Donc, il venait régulièrement me voir. On était quand même opposés. Et il venait me voir, etc. Et puis, on discutait beaucoup. Et puis, on s'est mis à parler un jour de la mort. Et je lui ai dit, mais ma plus grande peur, c'est de te perdre. Et il m'a dit, mais si je meurs, je serai encore plus proche de toi. Cette phrase, elle est incroyable. Si je meurs, je serai encore plus proche de toi. Ouais. Il avait un Bouddha dans sa chambre, il m'a dit, je vais te montrer quelque chose. Je dis oui, il m'a dit, ce Bouddha, je ne sais pas où est-ce qu'il avait eu, petit Bouddha qui est sur sa table de nuit. Tous les matins, un rayon de soleil va sur ce Bouddha. On sort de la chambre, je dis, garde-le, prends-en soin, prie, je dis, parce que chez nous, on prie beaucoup. Il ressort de la chambre, il me dit, attends, bouge pas. Il va le chercher, il me dit, je te l'offre. Ah, je dis, c'est pas possible. Moi, entre-temps, j'étais dans une maison, je l'ai posée sur une terrasse, etc. Je l'avais emballé de papier bulle, machin et tout. J'ai déménagé. Quand j'ai perdu mon frère, et puis, il manquait quelque chose. J'ai dit, mais bon sang, je sais que j'ai quelque chose à lui, mais qu'est-ce que c'est? Et une nuit, je vois un gros Bouddha devant moi, dans mon rêve. J'ai dit, qu'est-ce qu'il était beau, ce Bouddha? Et là, bam. J'ai dit, attendez, dans le grenier, il y a une caisse, il faut aller me chercher ça. Et là, mon fils, je faisais une consultation. Quand je suis revenue, le Bouddha était sur la table. Quand je l'ai vu, son énergie a vraiment été là. C'était juste incroyable. Et la question qu'on se pose, évidemment, c'est de savoir si vous ressentez, vous percevez, vous entendez votre frère. Oui. Cette phrase qui était si je meurs, je serai toujours encore plus près de toi. C'est le cas? Ah oui. Je le vois régulièrement, je l'entends. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je remercie l'univers, je remercie mes guides, je remercie d'autres énergies, d'avoir cette chance de pouvoir le sentir. Parce qu'il y a des gens qui perdent une fortune pour entendre leur enfant parti de l'autre côté. C'est sûr. C'est pour ça que je dis que dans ce malheur-là, oui,
Après, j'aime. Il y a un certain réconfort Oui. que d'avoir Exact. ces perceptions-là et de se dire, je le ressens. Je ne l'ai pas tout le temps. Il y a des périodes où je ne le sens pas. Par contre, quand je rentre dans mon cabinet, j'ai sa photo, en fait, et je dis toujours « Bonjour mon frère, j'espère que tu vas bien Ah oui. ». Chaque jour. Donc vous entretenez ça. Je l'entretiens, mais pour le coup, plus dans la douleur. Ce qui est assez étrange parfois, c'est que on entend tout et son contraire quand on parle de médiumnité, Oui. de perception, etc. Et moi, j'ai même entendu des médiums dire il faut leur foutre la paix. De cette manière-là. C'est-à-dire que parfois, le fait d'entretenir ça, d'avoir des photos, de vouer presque une sorte de culte, Oui. certains médiums vont vous dire c'est pas une bonne chose parce que vous le maintenez, vous le gardez avec vous alors qu'il faut qu'il aille dans la lumière. C'est ce qu'on entend, on sent. Il est dans la lumière. J'ai eu le jour de son décès. Le jour de son décès. Quelques temps avant, je suis allée le voir. Surtout, tu viens voir ton frère. Hein. Je ne viens pas voir le pape. Tu ne viens pas voir le malade. Hein. Oh, Christophe. Et je lui ai dit, mais dans l'angle là, je lui ai dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, c'est quoi cet éclair et tout ça? Il y a des choses, apparemment, je ne savais pas de mon frère. Le jour de son décès, à son dernier souffle, je suis arrivée même pas une minute après, donc quelque part, j'en suis voulu. Après, j'ai réalisé que c'était mieux comme ça. Il faisait une chaleur comme ça, en plein été, le 21 juillet, juste en face, un éclair qui s'est passé. C'était l'éclair que j'avais vu 3 mois avant. Le message était très clair, comme c'est le cas de le dire. Je suis allée voir une médium, parce qu'en tant que médium, je voulais juste savoir s'il était bien. Je ne voulais pas le déranger. Il est parti de l'autre côté, on le laisse tranquille. Quand je suis arrivée chez la médium, elle a dit « Christophe est avec nous ». Je dis « Waouh ». J'ai dit « Pour moi, là, il y a du level, là ». Elle m'a dit « Mais votre frère, il vous dit qu'il vous aime, il vous remercie. C'est quoi ce chalet? Pourquoi la couleur bleu lavande ?» J'ai dit « Mais c'est là où je travaille. Il vous remercie pour la photo. » Donc, quand j'ouvre le chalet, c'est aussi une manière, c'est pas juste entretenir, c'est pas que je l'empêche. Je sais qu'il est bien et j'ai accepté son décès. C'était écrit de toute manière, j'aurais pu rien faire, même si c'était ma plus grande peur. C'est qu'au fond, je savais déjà. Inconsciemment, oui. Exactement. Bien sûr. C'est qu'en ouvrant la porte, j'ouvre aussi mon lieu sacré. C'est « Bonjour Christophe, j'espère que tu vas bien ». Des fois, je ne m'adresse pas qu'à Christophe. « Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ». C'est aussi se dire bonjour à soi-même, bonjour à son cœur. Et ça fait du bien. Le Bouddha, il est là? Le Bouddha, il y a sa photo. Il y a le Bouddha juste à côté. Et il y a une histoire entre lui et moi d'une pièce de 2 € et la pièce de 2 € juste à côté. C'est beau. On a mis un visuel qu'on va mettre plein cadre, que je trouve évidemment qui va susciter des réactions, bien entendu, parce que vous dites « j'ai su pour le 11 septembre Oui. ». Oula. Vous parlez également des artistes, de Mike Brandt à Claude François, en passant par Charles Aznavour, etc. Charles Aznavour, c'était cet été. Alors, vous allez nous raconter, mais c'est vrai qu'on a parfois, et il faut être très honnête, et moi je dis les choses, quand on est sur ce plateau, on a le droit effectivement de tout se dire dans le respect des choses. Mais on a parfois une certaine moquerie quand vous avez des médiums qui vous disent « Non mais moi, je communique avec Cléopâtre, effectivement, Napoléon est venu me rendre visite et je connais Tesla et je suis un ancien Templier. » Oui. On entend ça, vous voyez ce que je veux dire? Et on a envie de sourire. Parce que de toute façon, on pourra nous raconter tout et n'importe quoi, on n'aura jamais la certitude bien sûr, que ça s'est passé. Que ça s'est passé, ou etc., etc. Et la pire des choses, c'est quand c'est dit après coup. Alors, c'est toujours facile de dire après coup. Et quand j'ai vu le 11 septembre, je me suis dit, ça aurait été quand même fantastique de dire les choses avant le 11 septembre. Je l'ai écrit. Vous l'avez écrit. Bon. Je l'ai daté. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire du 11 septembre que vous ressentez de manière olfactive? Alors, non seulement olfactive, mais c'est qu'à l'époque, j'avais donc mon cabinet. J'avais le restaurant et mon cabinet à la fois. Je travaillais le midi et le soir, je faisais mes consultations. J'ai une dame qui est venue. Et
Et j'arrêtais pas de tousser, de tousser, de tousser, dès l'instant où elle est arrivée. J'arrêtais pas de tousser. J'ai une gêne respiratoire. Elle me dit, ah bon? Et elle me dit, je m'en vais, elle me dit, à New York la semaine prochaine. Et je sens comme... Et ça, on est avant le 11 septembre. Oui, avant le 11 septembre. Mais moi, je suis enceinte à ce moment-là. Je suis enceinte de 6 mois et demi. Cette dame donc qui vient, etc. Et je lui dis, mais ne prenez pas l'avion, n'y allez pas. Mais pas dans le sens, il va se passer quelque chose dans votre avion. Mais elle me dit, mais j'ai mes enfants qui m'attendent. Elle me dit, je dois partir à New York. Et tout d'un coup, c'est comme si, je le lui ai dit, s'il y a quoi que ce soit, mettez-vous à terre sous une voiture. Mais je n'avais pas le choix que de la prévenir. Elle me dit, mais pourquoi? Je ne sais pas. Juste, s'il y a quoi que ce soit, mettez-vous à terre sous une voiture. Et elle me dit, je me rappellerai, mais elle me dit, ça me fait flipper. Bah oui. Mais c'est pas évident non plus de protéger quelqu'un d'un danger. Mais qu'est-ce que vous entendez, ressentez ou percevez alors à ce moment-là? Je m'étouffe et c'était pas... En fait, c'est comme si je percevais sa mort sans avoir sa mort. Je ressens cet étouffement, je ressens de la terre, c'était horrible, cette poussière, c'était pas croyable. Puis j'étais dans la salle de bain matin pour me préparer pour aller à la clinique. Et je dis à la personne avec qui j'étais, je lui dis, je ne me sens pas d'aller à la clinique. Mais non, parce que tu as peur, tu vas voir la césarienne, etc., tu vas voir l'anesthésiste et tout. Non, non, non. J'étais donc au premier étage, j'attends, et puis j'ai dit à une amie, je lui ai dit, écoute, il faut qu'on s'en aille. Elle me dit, mais non, t'es angoissée. Non, je ne suis pas angoissée. Je vais très bien. Juste, je me vois courir et il faut qu'on parte de la clinique. Donc, centre-ville, clinique Ambroise Paré de Toulouse. Et là, je descends 3 marches et je suis devant l'anesthésiste. Alors moi, en plus, très souriante, très ouverte, toujours la connerie. Voilà. Et là, je ne sais pas pourquoi, je mets mes mains sur le côté du fauteuil comme ça, elle me pose des questions. Alors, vous êtes allergique à ça, madame? Non. Oui, non. Ma copine, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, je me sens agacée. Donc, le médecin me dit, c'est rien, vous êtes angoissée. Je vous répète que je ne suis pas angoissée, il faut vite que je sors de la clinique. Écoutez, c'est normal, vous accouchez la semaine prochaine, c'est programmé. Et là, boum, un trou d'air. Et là, je me tiens et j'ai le siège qui a dû être injecté sur 2 mètres derrière. Là, je me tiens. Un autre boom. Donc ça a été le 21 septembre pour Toulouse. Mais avant, oui, j'ai vécu... C'est AZF? AZF. AZF j'ai Toulouse. Vécu AZF, voilà. Mais pour le 11 septembre, puisque ça se touchait, ça c'était quelques jours après, j'ai dit à une amie qui était donc à la salle de bain, je dis, écoute, j'ai fait une consultation hier soir à une dame, etc. Et puis, je ne sais pas pourquoi il faut qu'elle se couche sous une voiture, etc. Et là, quand moi, je suis allée 10 ans avant aux États-Unis, à New York, quand j'ai pris la photo des 2 tours, on a dû me tenir le dos pour prendre la photo comme ça, en diagonale. J'ai dit à mon amie avec qui j'étais, surtout, tu n'en parles pas. Que par la grâce divine, qu'il ne se passe rien de grave. Je vois comme si c'était les 2 tours sont coupées. Elle me regarde, elle me dit, ah bon? J'ai dit, vraiment, je vais demander, je vais prier pour pas qu'il y ait quelque chose qui se passe. Avant que ça se passe, j'ai dit, il y a quelque chose avec la Maison Blanche. Mais non, machin. Il y a quelque chose avec la Maison Blanche. J'arrêtais pas de le dire. Quand le 11 septembre est arrivé, 3 jours avant, j'ai des gitans qui sont rentrés dans ma pizzeria, qui ont vu les photos quand j'étais partie à New York. Ils me disaient, chef, t'as été aux États-Unis, c'est toi qui as fait les photos? J'ai dit oui. Avant que ça arrive. Et là, je remets mes yeux sur les tours. Et là, j'ai un truc dans le vent. J'ai dit, il va se passer quelque chose. Le 11 septembre, c'est passé. 4 jours après, j'ai reçu un coup de téléphone de la fameuse cliente. J'allais voir mon fils, qui travaillait dans une des 2 tours, qui m'avait dit qu'il allait me présenter son patron pour un nouveau job, etc. Ça, c'est elle qui vous le dit. Hein. C'est elle qui me le dit au téléphone. Quand ça s'est passé, quand les tours ont été écroulés, la seule chose que j'ai pu faire, c'est me coucher, me glisser sous une voiture et attendre que tout passe. Et c'est un pompier qui a vu, en fait, j'avais des chaussures rouges, qui a vu une chaussure rouge, qui a tiré, qui a vu que j'étais en vie. Et je toussais comme une malade, comme vous avez toussé lors de la consultation. Et elle me dit, heureusement, j'ai
l'instinct, je vous ai vu, je me suis couchée sous la voiture. Elle me dit, je ne sais pas si je serais vivante aujourd'hui. Ce qui est assez étonnant aussi, c'est, alors pour ceux qui ne connaissent pas cette actualité d'AZF, c'était une très grande usine à AZF qui est en fait à proximité du périphérique. Exact. Qui est pas loin du casino Barrière. Qu'on appelait à l'époque le pont de l'Onia. Exactement. Et l'explosion d'AZF, ça a été absolument terrible. Je crois même encore aujourd'hui, je crois qu'il y a des procès en cours. Il y a encore des procès parce que j'ai une tante en fait qui fait partie de l'association d'AZF. Et c'est elle qui a vraiment créé du coup l'association. Et donc cette explosion-là, c'est-à-dire que quand vous allez à votre consultation pour la naissance prochaine de votre enfant, vous ressentez effectivement cette espèce de mal-être. Voilà. Et donc il y a l'explosion d'AZF qui fait que vous ressentez c'est pas compliqué. La déflagration de l'explosion. Je me suis retrouvée, tout le monde a hurlé. Je me rappelle encore que l'anesthésiste a pris le téléphone pour appeler un médecin qui était au bloc opératoire et j'entends qu'elle dit comme ça, je suis en train d'opérer, ça a tout bougé, il saigne de partout. Et là, pour moi, je ne suis plus enceinte. Là, je dois aider tout le monde. Et là, je vois les gens courir, les médecins qui me poussent. Je me retrouve bloquée à la porte d'entrée de la clinique avec tous ces fils, tous les câblages, machin, etc. J'entendais parler en français, j'entendais parler en anglais, j'entendais tous ces gens. Et là, je me mets à courir et puis je tombe. Je tombe et je dis, là, je perds mon enfant. Je vois une femme qui hurlait qu'elle n'en pouvait plus. Elle avait un morceau de verre planté dans la joue comme ça. Je l'ai fait asseoir. J'ai aidé les médecins, etc. En fait, j'ai aidé à soigner les gens. Pour moi, je n'étais plus enceinte et puis je perdais mon enfant, mais il fallait que... J'étais tombée, donc je me suis dit, perdu pour perdu. J'ai réussi à sortir de la clinique. Impossible d'arriver à joindre qui que ce soit. J'ai été dans une peur terrible. Que le lendemain, j'ai appelé en fait le médecin qui devait m'accoucher. Je n'accoucherai pas à Toulouse, j'irai sur Montauban. Il m'a dit non, vous viendrez. Et quand je suis arrivée donc, dans la salle pour accoucher au bloc opératoire, puisque c'était une césarienne, quand ils ont entendu Madame Gray, on dit attendez, vous êtes la personne qui est tombée enceinte parce qu'on a les caméras. C'était vous qui avez aidé les gens à se relever, à enlever les bouts de verre dans les joues, machin, etc. Je dis oui, c'était moi. Bien sûr, crise d'angoisse, parce que je me suis dit, après, il y a anesthésie, si ça repète, je ne peux pas courir, parce que là, j'aurai plus d'énergie dans les jambes. Qu'est-ce qui va se passer? Donc tout ça, je l'ai vécu. Ce sont des traumatismes aussi. Ah, mais c'est sûr. Parce que mon fils n'a pas parlé avant l'âge de 3 ans. Ça a été un blocage aussi. Et vous avez fait le rapprochement immédiat entre ce trauma-là... Pas tout de suite. Pas tout de suite. Et le fait qu'il n'ait pas la parole? Ça a été après ma tante qui m'a dit, mais ton petit ne parle pas. Elle me dit, tu te rends compte ce qu'il a vécu? Donc, bon, des diabolos, etc., bon, je veux bien. Orthophoniste, et j'en passe. Mais elle m'a dit, ça a été un choc émotionnel pour toi et l'enfant à tout prix. Et quand on me dit, mais comment tu as su? Mais ça peut faire rire si je le dis. J'ai dit, c'est mon enfant qui m'a dit de partir. Donc, quelque part, heureusement que j'étais dans la clinique, parce que si j'avais été dehors, j'aurais été comme toutes les voitures et la pharmacie qui a explosé. Tout a explosé. Non, mais tout. C'est terrible. Les gens, ils étaient assis, mais moi, je l'ai vu de mes propres yeux, donc ça a été un traumatisme. Ça a été terrible pour moi, enfin pour moi, mais pour plein d'autres de gens. Ils étaient tous pleins de sang, assis, avec de la terre partout. Or, je disais ça aussi à ma cliente en partant qu'elle partait aux États-Unis. Donc, quelque part, c'était aussi une façon, là-haut, que l'on me protège. Quand on me disait pas, heureusement que je ne suis pas partie avant. Donc, il y a cette histoire aussi de terre, parce que j'ai vu ce qui se passait. Qu'est-ce qu'il y a maintenant, d'ailleurs, à l'emplacement d'AZF? Je crois qu'il y a un monument. Non, il y a l'hôpital pour le cancéropole. Ok. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec eux aussi. Il y a évidemment, alors tout ça, c'est des tranches de vie, c'est des histoires, c'est des choses absolument incroyables, marquantes, bien sûr. Il y a ces artistes. Alors, d'où ça vient, ça? Les Mike Brandt, les Claude François et les Charles Aznavour? Alors, je ne peux pas dire que ce sont vraiment des gens qui sont venus se présenter à moi, mais quand il y a quelqu'un qui vient me voir en consultation ou que la personne, elle vient, j'ai une chanson qui arrive. Parce que j'adore la musique, je suis faite de musique, je suis la musique.
Quand il se présente, j'ai toujours une chanson qui arrive. Et il n'y a pas très 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 longtemps, j'ai ressenti vraiment l'énergie de Mike Brandt. C'était une énergie un petit peu particulière. Je me suis dit, sur le coup, j'ai fait ça. C'était pas que c'était une mauvaise personne, mais son énergie était un peu particulière. Ceci dit, il a fait de très très belles chansons. Bien sûr. Où nos anciens se sont rencontrés, on dansait. Mais bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et toutes les femmes étaient amoureuses, dingues de Mike Brandt. Tout le monde idéalisait Mike Brandt. Le mec était un peu... C'était une gravure de mode quand même. Exactement. Un peu quand même. Mais il avait... moi, j'ai eu son énergie il n'y a pas très 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 longtemps, l'année dernière. Mais alors, comment vous savez? Parce que au moment où vous ressentez cette énergie-là, il y a une musique de Mike Brandt qui arrive à la radio? J'ai d'abord la musique. Ah, vous l'avez... J'ai d'abord la musique. OK. Et je me dis, bon, c'est parce que j'ai... Sur le coup, on est là, ouais, bien sûr, attends... C'est bon, il faut bien être médium, il ne faut pas non plus être perché. Et là, non. Non, j'ai senti son énergie, j'ai waouh. Par contre, elle n'est pas restée longtemps. Dans la demi-heure qui suivait, j'ai une cliente qui arrive à mon cabinet, s'installe, etc. Et d'un seul coup, j'entends la chanson du matin quand je me préparais. Je me dis, putain, il se représente. Là, OK. Et là, je lui dis, il y a quelqu'un qui se présente. Alors, je ne sais pas si c'est un rapport, on va essayer de comprendre. Mais par contre, j'ai la chanson de Laisse-moi t'aimer de Mike Brandt. Et là, en larmes, et elle me dit, mais mes parents, ça aurait fait 70 ans de mariage, etc. Et puis, ils se sont mariés là-dessus. On a enterré mon père sur la chanson de Mike Brandt, Laisse-moi t'aimer. Donc, ces informations, je les ai avant. Mais... c'est au travers d'une des chansons de ces artistes-là, Claude François, Mike Brandt et Aznavour, entre autres, que vous arrivez à donner une information au client qui vient vous voir. Oui. Ce n'est pas l'entité elle-même, Mike Brandt, qui vient vous parler. Je l'ai perçu quand j'ai senti son énergie. Alors, je ne peux pas dire bizarre, c'est un peu particulier. C'était une belle énergie, mais je voulais pas qu'il... Je sentis que c'était lui, mais je voulais pas qu'il reste. J'ai senti, je lui ai dit merci. Je voulais pas qu'il reste, mais merci d'être là. Aznavour? Aznavour, c'était cet été. Mon mari me dit, je t'amène dans un restaurant que tu connais pas. Ok. Il m'amène, machin, etc. Je rentre, des affiches partout, machin. Et puis on est assis à une table, et je sentais quelque chose de noir et quelqu'un habillé en noir. Mais je regarde pas. Le patron se lève, etc. Super, les gens du voyage qui tiennent le restaurant, magnifique. Et là, je lui dis à mon mari, je lui dis, mais il a un problème avec le cœur, il y a ça, il y a ça et ça. Ah, j'écoute, je suis en week-end, je lui dis, j'ai pas envie de sentir les choses, c'est bon là, on va le fermer, le canal, c'est bon quoi. Il me dit, mais peut-être tu vas le voir, tu veux dire. Donc je vais le voir, etc. Je lui dis, écoute, depuis tout à l'heure, j'ai quelqu'un qui habille en noir. Et moi, je ne savais pas. Quelqu'un qui habille en noir, machin, etc. Et je lui ai dit, ensuite, il te remercie, c'est quelqu'un qui est décédé, qui te remercie, chemise à carreaux. Il chante ça. Je dis, mais attends, mais c'est bizarre. Il me dit, viens avec moi. Viens avec moi. Il va chercher sa femme. Écoute ce qu'elle dit la petite. Écoute ce qu'elle dit la petite. Comment tu sais ça, toi? Je dis, mais parce que je suis médium. Mais qu'est-ce que c'est et qui c'est? Viens, je vais te montrer. Et là, on va de l'autre côté de la pièce. Mon mari est témoin. On va de l'autre côté de la pièce. Un cadre. Il me dit, Charles Aznavour, chemise à carreaux. Tu me parles à la cheminée. Et avant de décéder, c'était mon meilleur ami. Il a chanté. J'étais là. Il me dit, tu l'as pas vu? J'ai dit, quoi? En fait, c'était un petit peu dans l'ombre. Il y a une photo de Charles Aznavour. En fait, c'est un photographe qui est très connu là-bas, qui a fait une photo quand il est habillé tout en noir. Il y a juste... Et le cadre, il est vraiment dans le fond noir. Donc, on voit juste un peu sa tête et le col de la chemise blanche. Du coup, moi, je ne l'avais pas vu dans le noir. Parce que sur le côté, c'était... J'ai dit, mais en fait, je l'avais sur le côté gauche, je ne l'ai pas vu. Il me dit, viens là. Là, je vois le livre, en fait, après d'un grand chanteur de Gypsy. Ils m'ont offert le livre. Il me dit, Nicolas Reyes, il me dit, la prochaine fois qu'il vient, on t'appelle, c'est un ami à nous. Comme Charles Aznavour, ils m'ont dédicacé le livre. Et là, il m'a dit, mais comment tu sais? Je dis, ben parce que Charles Aznavour s'est présenté. Il m'a dit ça, ça, ça et ça. Et une fois que j'avais dit les choses, je ne ressentais plus rien. Une fois que c'est dit, c'est dit. Et Clo-Clo? Clo-Clo, en fait, ça remonte il y a 12 ans derrière. J'ai une dame qui est venue. Et je lui ai dit, mais pourquoi je vous vois danser?
petit peu âgée, la dame, très classe. Elle avait vraiment quelque chose qui me plaisait. Je vois quelque chose, des paillettes, etc. Je sais pas, je sais plus l'âge de cette dame. Et je vois danser, mais j'ai écouté, je vous fais rire. Et là, c'est pas pleurer. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'était une Claudette. Je dis, mais non. Elle me dit si. Je dis, c'est pas vrai. Et là, elle me sort la photo, quand elle est avec Claude François, etc. Donc, c'est peut-être pas Claude François qui s'est présenté, mais l'information, était là. Et c'est une ancienne Claudette de Claude François. C'est Magnolia que vous aviez en tête? Oui. Et Magnolia, si. Mais c'est incroyable, c'est tout le temps des musiques. Ouais. Et c'est souvent après... Mais parce que la musique, elle a une résonance particulière dans votre vie. C'est juste incroyable. C'est sans doute cette sensibilité à la musique que vous avez et l'artiste que vous êtes, mais peut-être pas au degré que vous auriez aimé être. Oui. Et donc, du coup, vous avez cette ouverture-là. Oui. Et c'est comme ça que l'information vous arrive, parce que l'ouverture est là, elle passe. Mais l'ouverture, elle passe. D'ailleurs, une petite anecdote. Je vais dans une galerie la semaine dernière avec une amie et on fait 2-3 petites boutiques. Je marche comme ça. C'est le petit clin d'œil à la musique. Je marche comme ça et je dis, putain, mais je l'ai vu où ce type? Ah, vite, ça remonte. Je recule et je lui ai dit, bonjour, il fait bonjour. Donc, on a chanté ensemble, on a repris la gitane, version dance, on a écrit au Club Dorothée, on a fait ça. Il m'a dit, mon Dieu, c'est toi? Il me dit, mais incroyable, la gitane. Et j'ai dit, t'es passé à ça? Mais quelque part, je suis contente de ne pas avoir été projetée en fait sur la scène, parce qu'aujourd'hui, je pourrais peut-être pas être celle que je suis aujourd'hui. Non, mais c'est sûr. Et j'aime tellement ce que je fais. Félix Gray, Barbelivien, la gitane, c'est ça. Exactement. Félix Gray, Barbelivien, c'était quoi l'air déjà de la gitane? Ma tête tourne, ma tête frappe, un coup de tambour qui éclate, un fou qui fait n'importe quoi. Exact. Je me souviens, carton. Pour qu'elle m'aime. D'ailleurs, Kenji l'a repris. Carton. Un truc de fou. Non, mais carton, absolument. Mais à chaque fois que j'avais une soirée où il y a ce copain avec qui j'étais à l'école, la guitare, eh bien, je chante cette chanson. Oui. Et vous avez fait une version dance de ça. Un peu comme le lavabo avec le bidet, comme il s'appelle. Ah oui, le Big Deal, là. Oui, c'est ça, la gaffe. Mais c'était version dance. Il avait mis le gars des paroles dessus, et j'étais passée. C'était ça. Et ça faisait un carton. On pourrait vous écouter évidemment des heures, Chris. Alors, juste, je voudrais qu'on monte ce visuel parce que je trouve ça très beau. Wow. Vous avez fait un oracle. Ouais, c'est très, très original. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque carte représente... C'est un oracle que j'ai fait par l'intelligence artificielle, mais en me représentant. Donc, c'est la mini Chris Choukani, ce qu'on veut. Et j'ai tenu quand même à mettre la moto, donc pour le petit clin d'œil, en fait, pour mon mari, qui est motard. Le niglo, chez les gens du voyage, le niglo, c'est le hérisson. Ben, la roulotte, bien sûr. La randonnée, mon frère était un fan de la randonnée. Donc, j'ai voulu faire une carte pour lui. Mes enfants, mon fils est tatoueur, il y a la carte du tatoueur, il y a la carte de ma petite fille, elle est née à Nouméa, il y a la tortue pour elle, etc. Les 56 cartes qu'il y a représentent chaque chose de ma famille. Donc, je n'ai pas écrit mon livre encore, mais j'ai fait un jeu, un oracle, très bel oracle qui me... Alors, vous venez de m'apprendre un truc et je viens de faire la relation. Pas très très loin de Paris, à 1h30, il y a un grand parc d'attractions qui est aujourd'hui quasiment mondialement connu, qui s'appelle le Nigloland. Non. Et Nigloland a été créé par 2 frères. C'est les frères Gélis, que je connais très très bien. C'est pas vrai. Et qui sont des forains. Forains, gitans, etc. Et ils ont commencé avec une petite caravane, avec un petit manège, etc. Et c'est un truc gigantesque maintenant. Nigloland, c'est une institution. C'est dans un petit village qui s'appelle Dolencourt et qui est à 1h30 de Paris. Et ça mériterait que j'aille là-bas. Et ça s'appelle le Nigloland. Et la mascotte du Nigloland, c'est le petit hérisson. C'est un énorme hérisson qui est à l'entrée du Nigloland, machin, etc. Et moi, je ne savais pas. Je dis, tiens, pourquoi ils ont pris machin? Mais vous venez de me dire... Chez les Gitans, Chez les Gitans...
Le hérisson a une signification particulière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le hérisson, c'est aussi la protection. Les gitans, en fait, les anciens, mangeaient du ragoût de hérisson. Okay. On mange du poulet, on mange du bœuf, on mange du lapin, on ne se prend pas la tête plus que ça. Oh, il est mignon le hérisson, mais à l'époque, quand il n'y avait rien à manger, bien sûr. On se débrouillait. Mais oui. Moi, j'ai mangé du niglou. C'est excellent. Petite persillade avec les patates. Aujourd'hui, je ne pourrais pas. Oui, bien sûr. On est bien d'accord. Ouais, aujourd'hui, même les gens du voyage, d'ailleurs, je vois j'en connais quelques-uns, qui les mettent en cage, qui se les prennent, qui leur donnent le petit biberon, etc. Non, c'est fini tout ça. Les gitans d'avant, c'est terminé. Ils ont évolué. Et j'ai tenu vraiment pour... Chez les gitans, le hérisson est un symbole de chance et de protection. Et fais confiance à ton intuition. Avec mon mari, depuis 15 jours, on a un petit niglo dans le jardin. J'ai dit ça, c'est protection sur la maison. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais voilà, c'est fou quand même cette histoire de Nigloland. C'est incroyable. Il faut aller voir ça. C'est un parc d'attractions gigantesque maintenant. Et ils rachètent les villages autour. Non, mais ils ont fait... Mais en plus, du coup, moi, les forains, je les connais quand même pas mal, puisque moi, j'ai fait beaucoup partie des gens qui faisaient les fêtes dans toutes les tournages, quoi. Bon, aujourd'hui, on peut vous consulter? Bah oui. Et oui, exactement. On peut me consulter sur Toulouse, plus exactement à Saint-Jory. Bon, pour faire de la voyance et des soins énergétiques. Soins énergétiques aussi, mais à distance aussi, on peut vous À distance, je suis internationale. J'ai du monde, en fait, du Canada, Canada, des États-Unis. Mais un jour, je me suis dit, mais d'où ça sort? Les îles Caïmans. L'île de la Réunion, je n'ai jamais eu autant de monde de l'île de la Réunion depuis 2 ans. On y sera au mois de novembre. J'ai 30 personnes là-bas. Au mois de novembre, vous serez là-bas. On sait que c'est une terre très mystique aussi. Hein. Très mystique. Par contre, c'est très lourd énergétiquement. Si le caillou ne vous accepte pas, c'est terrible. Bon. Donc oui, effectivement, j'ai du monde. J'ai fait des visios régulièrement. Canada, États-Unis, de partout. De la Suisse, la Belgique. Bon, vous n'avez pas eu un ressenti particulier qui serait annonciateur d'un truc pas beau à venir, ou non, un 11 septembre ou un truc un peu dur, non? Rien de particulier. Il faudra juste qu'on surveille au niveau de l'alimentation. Il faudra qu'on soit vigilant parce que les gens se nettoyaient les mains, nettoyaient les légumes, les machins, tout ça. Et les gens, le Covid, c'est terminé. Donc, ils recommencent un petit peu, pas tous, être un peu crasseux, on ne se lave pas les mains, machin, etc. Il va falloir être très, très, très vigilant avec certaines bactéries qui peuvent s'accrocher au niveau de l'intestin, mais qui peut se poser aussi sur foie, rate, estomac. Et c'est une nouvelle épidémie? Alors, c'est pas que c'est une nouvelle épidémie, c'est en fonction de ce qui se présente au niveau de la Terre. C'est ce que je ressens, en fait. Il faudrait être vigilant par rapport à certaines bactéries. Il n'y aura pas, en fait, un confinement. C'est fini, ça. Ça a été fait, ils l'ont fait. Non, ça ne recommencera pas. Par contre, qu'on fasse quand même assez attention au niveau de l'alimentation. Le message est passé. Chris Massé, médium, magnétiseuse, passeuse d'âme. Passeuse d'âme, parce que je fais les nettoyages de lieux. Vous avez demandé la permission à Christophe, avant de venir ici? Je lui ai pas demandé la permission, parce que moi je suis sur Terre. La validation. Et je lui ai dit, un jour tu m'as toujours dit que ce serait bien que je passe sur un plateau pour pouvoir raconter l'histoire de notre famille. Je n'étais pas prête, je me suis dit, mais ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? Aujourd'hui j'y suis. Et merci. J'ai eu des petits messages déjà hier soir quand je suis venue devant le plateau. Ah, super. Merci de votre confiance. Merci Marc de m'avoir reçu. Mais vraiment, ça a été vraiment un super moment que j'ai passé. C'est très agréable. Et alors, vous venez de nous mettre dans la tête la gitane. Toute la journée, elle va résonner. Ça y est, là. Ça y est, je l'ai dans le... Voilà. C'est parti. Félix Gray, Didier Barbelivien, on leur fait un petit clin d'œil, on les remercie. C'est incroyable. Je ne sais pas ce qui devient Félix Gray. Alors, j'ai le monsieur que j'ai revu il n'y a pas longtemps. Il m'a dit qu'il avait vu il y a 15 jours, qu'il allait très bien. Il me dit, puis on parlait de toi. Et dans la semaine, avec mon époux, on a été dans la galerie. J'ai présenté ce monsieur à mon mari. Et il lui a dit, mais je te jure, il lui dit, elle est vraiment passée à ça, la femme. Elle est passée à ça. Mais vous ne seriez pas celle que vous êtes aujourd'hui. Mais non, mais je suis contente, en fait, quelque part, de ne pas avoir brillé, du coup, autant. Ouais. Parce que je suis contente, quand même, de faire ce que je fais.
Et j'aime tellement aider les gens. Mais oui. Ça, c'est ma base. Et puis rire. Si dans une journée où je ne ris pas, je m'éteins. Il faut toujours que je fasse l'idiote. En fait, j'amuse la galerie. J'ai une cliente qui m'a dit il n'y a pas longtemps, mais tu es une vraie one-man show, il te faut être sur un... En fait, je fais des consultations, des soins où vraiment, il faut que la notion du rire et de la joie soit là. Sinon, c'est pas possible. On vous met les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Chris. Et évidemment, vous allez commenter cette émission avec bienveillance. Toujours. Comme toujours. Toujours. On sait que les gens sont toujours bienveillants derrière leur écran d'ordinateur. Ils ont plus d'intérêt. Jamais un message désobligeant, jamais... Non, c'est pas le genre de la maison. On a les noms de ceux qui font les cons, comme dirait l'autre. Merci Chris. Merci Marc, Merci et à infiniment. très bientôt. On se retrouve donc pour une prochaine rencontre. Très très vite, prenez soin de vous. Merci à tous. Au revoir.